Coucou les addicts, ce soir on parle de l'épisode 7 de la saison 7 d'Outlander, le guide pratique du voyage dans le temps. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024. Je vous souhaite à tous une excellente année à titre personnel et professionnel. À nous, fans addicts à Outlander, je nous souhaite de beaux épisodes de deuxième partie de saison 7, plein d'infos sur la saison 8 et le préquel, de chouettes interviews de nos acteurs et de magnifiques échanges entre nous. Dans quelques semaines, certains d'entre nous se verront à la Landcode 6 à Paris. J'ai déjà hâte. L'occasion pour moi de vous remercier, vous tous, pour vos témoignages de sympathie tout au long de l'année passée. Merci d'écouter mes décryptages, de les commenter, d'être là pour en débattre. Merci à ma communauté Patreon de me soutenir et d'être à mes côtés pour me permettre de créer l'ensemble de mes contenus. Je suis si fière de tout ce que nous avons construit. Alors pour ce soir, notre chat en direct est ouvert. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo en replay, vous pouvez activer les messages du chat pour lire nos échanges si cela vous intéresse. Et allez, c'est parti, je vous parle de l'épisode et je commence par vous donner des infos et des impressions générales. Cet épisode 7 dure 54 minutes. Et nous passons beaucoup de temps au XXe siècle et aussi dans le camp anglais pour les scènes du XVIIIe siècle. Le procédé de l'ouverture à froid, cold open, est une nouvelle fois utilisé pour cet épisode. Je crois qu'à part l'épisode précédent, il l'a été pour chaque épisode depuis le début de la saison. Alors ça a le mérite de poser le décor pour les deux époques, puisque l'on voit Claire en train d'écrire sa lettre pour Brianna, et elle expose la situation au XVIIIe siècle, sa rencontre avec William notamment. Et ce faisant, nous avons, nous, spectateurs, un chouette aperçu de la vie du camp. Mais alors ça, c'est pour les visionnages numéros 5, 6, 7, etc. C'est ce qu'on voit en arrière-plan. Et puis on a une belle transition au XXe siècle avec le premier face-à-face de Brianna et Buck. Globalement, et j'en profite pour le dire maintenant, les transitions, je trouve, sont vraiment soignées là dans cet épisode. Et j'ai un coup de cœur particulier pour celle qui passe de Roger à Brie, dehors, dans la cour de Lallybroch. Et puis, on a le ciel de la nuit noire, et puis c'est toujours noir, mais c'est de l'eau. On prend conscience des petites vaguelettes sur la surface de l'eau. Et on se rend compte qu'on est au barrage, avec Brianna et Buck, en pleine journée, devant la centrale. Et vraiment, je trouve que voilà, cette transition est vraiment chouette. Et c'est pas un passage d'un siècle à un autre, c'est le passage d'une scène à l'autre du XXe siècle. Donc, ouais, super joli. Et je disais donc qu'on passe pas mal de temps au XXe. D'ailleurs, le titre met vraiment le focus sur l'intrigue qui se joue au XXe siècle. Le guide pratique du voyage dans le temps, ça fait référence évidemment au recueil que Roger est en train d'écrire et dans lequel il note tout ce qui a trait au voyage dans le temps, de manière à laisser une trace pour ses enfants. Et puis c'est aussi un outil pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On les voit, lui et Brianna, dans l'épisode précédent, en train de cogiter sur les lignes lait, etc. Alors le problème, c'est que ces feuillets sont malencontreusement tombés entre les mains de Rob Cameron, dans le dernier épisode, dans l'épisode 6, et c'est justement ce Rob Cameron qui est aussi au cœur de l'intrigue du XXe siècle. Enfin, pas que lui. Et alors, deux Williams sont à l'honneur, deux personnages sont mis en avant. Le jeune William, le fils naturel de Jamie, et puis William Buckley Mackenzie, plus connu sous le nom de Buck, et on ne l'appelle que comme ça, mais il s'appelle William. Alors, ces deux personnages vivent une expérience à laquelle rien ne pouvait les préparer. Le jeune acteur, Charles Van der Vaart, n'en finit pas de nous impressionner. Et quant au nouveau Buck Mackenzie, son interprète est tout simplement phénoménal. J'en ai déjà parlé lors du précédent décryptage, le personnage de Buck a été recasté, et franchement, c'est une excellente décision. Après avoir vu cet épisode, personne ne pourrait remettre en question le fait que ce ne soit pas Graham McTavish qui interprète ce rôle. Car l'acteur, Diarmaid Murtagh, je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, mais admettons, cet acteur apporte vraiment toutes ces nuances à ce personnage qu'on apprend à connaître vraiment dans l'épisode. Et puisque je parle du casting, je voulais dire un mot du général Simon Fraser qu'on avait déjà aperçu dans un des épisodes précédents face à William. Et c'est l'acteur Angus MacFadyen qui a joué dans Braveheart. Et il avait le rôle de Robert the Bruce. Et personnellement,
Alors, je sais pas si on dit Robert Bruce en français, enfin, mais en tout cas, moi, j'y vois comme un symbole parce que Robert de Bruce, c'est un personnage emblématique de l'histoire de l'Écosse. Il s'est battu pour la liberté et l'indépendance du peuple écossais. Hein. Il a commencé ses combats, on va dire, aux côtés de William Wallace, interprété par Mel Gibson. Et d'ailleurs, l'acteur a repris le rôle de Robert de Bruce dans le film du même nom, qui est sorti en 2019, il n'y a pas si longtemps, et qui est une sorte de suite du film Braveheart. Donc voilà, il a incarné un personnage de l'Écosse quand même. Je pense que c'est pas un hasard s'il est dans Outlander. Et justement, l'Écosse est également mise à l'honneur tant par ses paysages, et je pense notamment aux environnements du barrage, tant par ses paysages que par ses traditions. Vous avez peut-être en tête cette conversation entre Brianna et Buck à propos du whisky. Est-ce qu'il faut le couper avec de l'eau ou pas? Enfin, ou encore le magnifique kilt de Roger, qui est si bien porté, même si personnellement, moi, je préfère le kilt à la mode 18e porté par Jamie Fraser. N'empêche que Roger fait son petit effet aussi. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du réalisateur et du scénariste. En fait, c'est plutôt une scénariste, hein, puisqu'il s'agit de Margot Wittier. C'est son tout premier scénario de toute sa vie. Elle n'a jamais écrit pour une autre production. Alors, elle travaille pour Outlander depuis quelques saisons en tant que staff writer. Alors, en gros, j'ai cherché, hein, ça veut dire qu'elle participe aux réunions d'équipe des scénaristes et qu'elle aide les scénaristes qui sont en charge, vraiment en charge, et qui apparaissent dans les crédits de l'épisode. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a énormément de scénaristes verts, hein, des petits nouveaux, en fait, cette saison. Et je le dis parce que c'est vraiment juste un constat, parce qu'il n'y a pas vraiment un épisode pour lequel je trouve que ça se ressent nettement. Alors, ils font partie d'une grande équipe, hein, ils sont tous aidés, et pour la scénariste de cet épisode notamment, je vous ai dit, hein, ça fait quand même quelques années qu'elle travaille pour Outlander, donc elle sait comment ça fonctionne. Alors, en revanche, le réalisateur, hein, Joss Agnew, qui a donc dirigé les 2 épisodes de cette fin de moitié de saison, lui, c'est un professionnel qui a déjà roulé sa bosse, entre guillemets. Il a notamment réalisé plusieurs épisodes de Poldark, et je parle des autres choses qu'il a réalisées. Je parle de Poldark parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont regardé cette série, qui est d'ailleurs toujours disponible sur Netflix France. Ça n'a pas le même charme pour moi que Outlander, mais c'est une belle série avec très beaux paysages des Cornouailles en Angleterre. Et c'est aussi un peu une série d'époque. Donc ça peut vous attirer si vous cherchez quelque chose d'autre à regarder. Et j'ai envie de parler un peu du réalisateur parce que le choix de réalisation de montrer la bataille du point de vue de William, a priori c'est un choix collégial. Hein. Ils en parlent dans la vidéo, comment elle s'appelle, Inside the World of Outlander, qui concerne l'épisode. C'est Matt Roberts qui dit qu'ils l'ont décidé ensemble. Mais en revanche, la patte du réalisateur se voit dans des compositions telles que le plan de Roger et Brianna, hein, qui sont de dos dans la cour de Lallybroch, près de la caravane. J'en parlais juste avant quand je parlais de la transition. Et ce plan est vraiment juste magnifique. Enfin, il y a des couleurs, c'est de nuit, c'est superbement éclairé. Les acteurs de dos comme ça, c'est magnifique. Et tellement magnifique que ce plan a été intégré dans le générique. Autre choix qu'on peut relever, choix de réalisation, les différents plans plutôt subtils sur le coffret de lettres. On le voit, ce coffret, plusieurs fois dans l'épisode. Alors parfois c'est subtil, parfois ça ne l'est pas, mais on sent que c'est important. Et je reviens un instant sur la bataille. On a une impression de grandeur grâce à quelques plans. Et de plus, on a un aperçu de la véritable histoire, hein, du contraste entre les 2 armées, tant au niveau des vêtements militaires que des armes. Un aperçu aussi de l'excès de confiance de Burgoyne, qui célèbre la victoire des Anglais, alors que ce n'était pas franchement évident du tout. Et un petit mot, hein, sur le costume des Anglais, parce que certains d'entre vous ont remarqué que les revers des tuniques rouges n'étaient pas de la même couleur et que le métal, hein, des gorgerins, vous savez, cette petite plaque en métal qu'ils ont autour du cou, idem, ce n'est pas toujours de la même couleur, parfois c'est doré, parfois c'est argenté. Alors la couleur du revers de la veste militaire représente le régiment d'affectation des soldats. Et je remercie Brigitte, hein, pour m'avoir donné cette info. Et vous vous souvenez que William a été envoyé en mission par Richardson. Alors, c'était juste avant le Great Dismal, donc ça doit être épisode 4,
5. Et il a rejoint le général Simon Fraser dans un deuxième temps. En fait, William et Richardson ont la même couleur de revers, qui est bleu foncé. Alors que Fraser, Sandy Hammond et d'autres ont un revers qui est vert. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de l'attention qu'on peut porter sur ce qui se passe derrière Claire dans le Cold Open, tout début d'épisode. On observe la vie du camp. Eh bien, je vous conseille aussi de jeter un œil aux objets qui font la déco dans l'intérieur de Lady Brock. Ça, c'est proprement fascinant. Et vous en avez des exemples en images sur mon site internet dans l'article qui est dédié à l'épisode et dont vous trouvez le lien dans la description et en cliquant sur le petit i en haut à droite. Et j'ai envie de finir sur les différents clins d'œil aux livres et aux épisodes passés de la série. Je le dis et je le redis, hein, Outlander est une série qui s'auto-référence beaucoup et aime bien mettre des petites pépites, des petits easter eggs un peu partout. Et la title card est l'exemple parfait. Hein, ce plan sur le badge du Tofty Club, hein, ce petit écureuil, nous ramène en saison 5 lorsque Roger et Brianna sont à la chasse et qu'ils comparent les dangers du XVIIIe et du XXe siècle pour de jeunes enfants. Et ça parle sécurité routière. Et au fil de l'épisode, ce badge revient un peu en fil rouge. On est content de cette connexion entre Roger et son fils Jem. Tous les deux ont été membres du club. Alors oui, hein, je rappelle, c'est un organisme de prévention routière à destination des jeunes enfants au Royaume-Uni. Et il y a d'autres clins d'œil en vrac hein, dans l'épisode. Je vous fais une petite liste rapide. La mention au Beefsteak Club, hein, c'est Sandy qui en parle à William. Et ça, c'est un endroit où John aime aller manger lorsqu'il est à Londres. Et ça, on le sait dans les livres. On a la voiture Maurice orange de Roger. Hein, on la voit notamment lorsque, en fin d'épisode, il monte à Craignadoon avec Buck. Il y a l'écharpe de Jem qui est au pied des pierres, tout comme le chat de Claire en saison 1. Le départ de Jamie en slow motion au ralenti à la fin de l'épisode, l'entrée de William dans la bataille, et concernant ces derniers éléments, je vais évidemment les développer dans mes thèmes. Alors globalement, je dirais qu'il y a un bon équilibre dans l'épisode, alors que beaucoup de choses se passent. Je ne parle pas du peu de temps d'écran de Jamie et Claire, regretté par certains fans, car ce n'est pas mon propos, et cela ne m'a absolument pas dérangé. Allez, je vous parle de mon flop et de mon top. Clairement, mon flop, c'est Rob Cameron qui débarque à l'improviste chez les Mackenzie. Ce n'est donc pas un flop de réalisation ou de scénario, mais plutôt un flop de personnage. D'ailleurs, la publication de Stars en fin d'année m'a fait beaucoup rire. En effet, on a vraiment des envies de meurtre lorsqu'il s'agit de Rob Cameron. De mon point de vue, c'est une sorte de sociopathe. Il en a presque toutes les caractéristiques. Absence de culpabilité, difficulté à se conformer aux normes sociales, passage à l'acte. Mais je pense qu'il est certainement doublé d'un psychopathe, car il est aussi calculateur et manipulateur. Rob se fait vraiment cajoleur dans sa façon de passer de la pommade à Brianna et de l'appeler chef. Et il joue clairement sur la corde sensible en parlant de sa vie de famille. D'ailleurs, hein, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il raconte? Est-ce qu'on peut croire à son histoire? Est-ce qu'il a une femme, un fils? Impossible de le vérifier. Il a aussi fort bien calculé son coût hein, pour l'invitation du petit Jem. Qui débarque sans prévenir, demande Roger. Alors même avec une bonne bouteille, hein, moi je l'aurais jamais laissé rentrer, vu le chaos ambiant lié à l'arrivée de Buck. On a vraiment le sentiment là que l'instinct de protection a complètement sauté chez Roger et Brianna. Roger est-il devenu si naïf au point de le laisser seul dans le bureau avec le coffret de lettres à proximité? Alors on suppose en plus que Rob a lu toutes les lettres hein, et qu'il en est au même niveau d'information que nous. Roger croit toujours qu'il a changé l'histoire, alors est-ce que Rob le croit lui aussi? Quelle est sa motivation à voyager dans le passé, enfin à enlever Jem, à l'emmener aux pierres? C'est quoi l'idée? Donc il reste des questions en suspens. Hein. Quant à son nom de famille, Cameron, c'est un nom qu'on a déjà entendu dans la saga, alors est-ce qu'il est de la même famille que Jocasta, en tout cas par son mari? Que de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Je vais vous parler maintenant de mon top. Et mon top, c'est votre scène préférée. Vous avez voté sur Instagram. C'est celle qui est ressortie à plus de 60%. C'est la scène d'adieu entre Jamie et Claire avant la bataille. Cette scène comporte vraiment tout ce que j'aime. Du texte très bien écrit,
efficace en quelques mots. En fait, voilà, c'est pas des grandes tirades, c'est quelques mots, mais super efficace. Le jeu des acteurs, qui est Triona et Sam, mes idoles forever. Le slow motion annonciateur de drame, le thème musical de Claire et Jamie dans une tonalité plus basse, pour un effet mélodramatique. Vraiment, là, tout est parfait. On lit une grande détermination dans le regard et dans les gestes de Jamie, mais évidemment aussi beaucoup de peur et d'angoisse sur le visage de Claire. Claire a beau savoir que là où les batailles de Saratoga sont un tournant favorable pour la cause rebelle dans la guerre d'indépendance, elle ne sait pas du tout ce qui peut leur arriver à leur petit niveau et ce qui peut arriver à Jamie. En tout cas, notre cerveau de fan d'Outlander sait reconnaître ce procédé de ralenti et l'associe tout de suite à une séparation dont on sait que les protagonistes ne se reverront pas de sitôt. C'est déjà arrivé lorsque Claire a quitté Frank dans l'épisode 1 de la saga. Vous la revoyez là dans son fauteuil, les pieds recroquevillés comme ça, et Frank qui vient lui dire au revoir. Et puis aussi lorsque Jamie est partie avec la garde en fin de saison 1, c'était l'épisode 13, je crois. En vrai, ce procédé de ralenti est également utilisé dans d'autres productions. Mais on parle d'Outlander, alors j'y fais mention. On va passer à mes thèmes. Mon premier thème, c'est le personnage de Buck et comment l'arrivée de ce personnage remet du sel pour la suite des aventures des Mackenzie au XXe siècle. Le personnage de Buck Mackenzie est, je trouve, un apport tout à fait bienvenu pour les intrigues des Mackenzie. Et cela se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le thème du voyage dans le temps qui revient sur le devant de la scène. Donc c'est la partie fantastique d'Outlander, avec une originalité cependant, parce que Buck est le premier voyageur qui fait un bond temporel dans le futur. Alors un futur qu'il ne connaît pas et duquel il n'est pas originaire, contrairement à Claire qui revient dans le futur en fin de saison 2, début de saison 3. Et cela pose un certain nombre de questions intéressantes, questions d'ailleurs que lui posent Roger et Brianna. Buck raconte son histoire et en 2 minutes, on a presque oublié et pardonné le coup de crosse et la pendaison de Roger. Parce que l'interprétation de l'acteur nous rend ce Buck bien sympathique. Quand il parle des charrettes vrombissantes, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais bon, quand il parle des voitures, on voit la peur de ce personnage et immédiatement on est de son côté, même si c'est le type qui a fait pendre Roger. D'ailleurs, Roger a pardonné. Brianna est d'abord, et d'ailleurs sur tout l'épisode, est quand même plus méfiante. Alors Brianna n'est pas contrainte par la religion, ce qui est le cas de Roger quand même. Et le pardon fait vraiment partie de la religion des chrétiens. Roger est fasciné par l'arrivée d'un voyageur et puis aussi par le fait d'avoir un membre de sa famille auprès de lui qui est orphelin. Les questions autour de Buck demeurent cependant très nombreuses. On ne sait pas vraiment pourquoi il a atterri au XXe siècle. Si l'on se base sur le fonctionnement du voyage dans le temps, son esprit devait penser à quelqu'un ou à quelque chose de l'époque où il a atterri pour se diriger. Alors est-ce qu'il a pensé à Roger ? Parce que, en tout cas de ce qu'on sait, c'est théoriquement la seule personne qu'il connaît de cette époque. Mais avouons que c'est pas non plus super évident qu'il ait pensé à cet homme qu'il a accusé d'avoir des vues sur sa femme et qu'il s'est arrangé pour faire arrêter par les Anglais et faire pendre aussi. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est sa volonté de repartir auprès de sa famille. On a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. On sent comme Brianna qu'il ne veut pas vraiment repartir. En fait, ce n'est pas son objectif. Néanmoins, il est touchant lorsqu'il prend conscience que les gens de son époque sont tous morts. Et finalement, Buck est un Outlander dans cette époque. Avec ce voyage en avant, ça donne aussi des réactions amusantes, même si franchement on est loin du registre des visiteurs, on n'est pas dans le registre comique. La dégustation du sandwich à la confiture et au beurre de cacahuète n'est pas sans nous rappeler une scène de la saison 5, avec Jamie qui critiquait ce repas, tout droit sorti du 20e. Lorsqu'il est devant la télé avec les enfants, il est très calme et la séquence est hilarante. Et généralement, les enfants ne s'y trompent pas. S'ils disent qu'il est gentil, c'est qu'il l'est. Et il nous fait cet effet-là, Buck. C'est vrai, et franchement, Mandy en train de coiffer sa barbe avec une brosse de petit poney ou de Barbie, c'est vraiment tordant. Et cette scène, je trouve, fait aussi son petit effet car on ne s'y attend pas du tout. Quand Roger et Brie
découvre que Buck n'est plus dans le trou du curé, on s'imagine plein de choses, mais pas ça. Well done, la production. On comprend aussi que Buck est quelqu'un de lettré, capable de trouver la définition d'un mot grâce à son étymologie. Il dit au début de l'épisode que c'est un avocat, donc ouais, pas mal. On n'aurait pas cru ça quand on l'a vu dans la saison 5 notamment. Alors il réclame du whisky pour absorber le choc du voyage dans le temps. Il exprime de la curiosité quant à ce qu'ils sont. En réalité, il a un peu peur de Roger, il le dit. Imaginez un peu, il fait pendre le type et il se tient là, vivant devant lui 2 siècles plus tard. Il y a de quoi en perdre son latin, même s'il ne le perd pas. Et Roger a aussi un mauvais pressentiment par rapport à Rob Cameron. Alors même si Roger et Brianna aussi balayent tout ça d'un revers de main, en expliquant que les mœurs ont changé et que les attitudes d'un homme envers une femme aussi. Et enfin, après quelques hésitations, Roger lui parle de la date de sa mort. Et voilà que nous aussi, on se demande ce qui signifie cette date de mort. En tout cas, tout le traitement autour de la présence d'un homme du 18e au 20e est plutôt crédible. On n'est pas dans la caricature d'une comédie, on y croit. Et je pense que l'acteur y est pour beaucoup et je redis toute mon admiration. Et puisque je parlais de Buck, ça me donne l'occasion de parler un peu du couple Mackenzie et puis de leurs enfants. Et c'est mon deuxième thème. J'en ai déjà un peu parlé lorsque j'ai évoqué Rob Cameron. Roger et Brianna ont baissé la garde et se sont fait endormir par Rob Cameron. Alors, à moins que ce ne soit l'enchaînement chaotique des événements qui a brouillé leur capacité de discernement. Cela dit, leur regard appuyé et entendu en présence de Rob pendant le dîner montre qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde quant à cette invitée surprise très malvenue. Ils sont très polis, ils font bonne figure. Et juste pour mémoire, est-ce que vous vous souvenez que Roger avait débarqué à Boston pendant les fêtes de Noël et qu'il n'avait pas non plus annoncé son arrivée ? Et que faisait Brie et Claire lorsqu'il est arrivé à leur porte ? Tadam ! Elles se disputaient. Donc pas vraiment le bon moment non plus. Et je pense que Roger, lorsqu'il dit « Mais qui débarque sans prévenir ?» il a oublié ce qu'il a fait une dizaine d'années auparavant. Par rapport à Buck, je l'ai dit, Brianna est un peu plus sur ses gardes. Elle se méfie et ose lui poser des questions qui fâchent. Est-ce qu'il veut repartir ? Donc c'est elle qui lui explique comment fonctionne le voyage dans le temps. Mais elle ne lui est pas non plus franchement hostile. Elle s'est rangée derrière Roger, qui lui a pardonné. Et puis, est-ce que je dois mentionner que Buck est également de la famille de Brianna, techniquement parlant ? La ligne est moins directe, mais tout de même. Alors Dougal, c'est le père biologique de Buck. Ok. Dougal, c'est aussi l'oncle de Jamie. Et donc, techniquement, le grand-oncle de Brianna. Ce qui fait de Buck le petit cousin de Brie. Vous voyez, j'ai bossé mes arbres généalogiques. Bon, c'est la famille, quoi. Et impossible de ne parler de Roger et Brianna sans évoquer la scène Phil Collins. Je peux vous dire qu'elle a été très commentée sur les réseaux. Je l'ai vue au moment de la diffusion et là, je suis allée relire pour bosser un peu le décryptage. Et c'est une relation amour-haine pour cette scène. Certains l'adorent, certains la détestent vraiment. Alors pour ma part, je vais vous donner mon avis, je l'apprécie vraiment beaucoup. Mais alors, particularité, je n'ai jamais détourné le regard des scènes d'amour de Roger et Brianna. Alors, ils sont beaucoup comparés à Claire et Jamie, et c'est là où je pense que c'est une erreur. Mais encore une fois, chacun a son avis, et moi, je le respecte. Je me souviens d'une addict, et je crois que c'est Claire, mais je ne sais plus. Donc, une addict lors de notre visio d'après-diffusion de l'épisode qui disait qu'elle se sentait toujours mal à l'aise lorsque Brianna et Roger sont au lit, un peu à la façon d'un parent qui observerait ses enfants dans une situation similaire. Bon, j'avoue que vu sous cet angle... Alors j'ai aussi lu que les gens étaient mécontents d'avoir une scène Brie-Roger à la place d'une scène Claire-Jamie, en mode on nous sert les restes des bons plats. Alors je ne souscris pas non plus à ces commentaires. Moi, j'ai adoré les préliminaires. J'adore ce choix de chanson, même si on peut le commenter aussi, parce qu'en effet, la chanson est sortie en 81, et les événements qu'on nous présente dans la série sont censés se dérouler en 80. Alors, à une année près, ce n'est pas très grave. Et en plus, c'est totalement assumé par la production. Et c'est Matt Roberts qui le dit dans son podcast.
Mais cette musique-là, papam, papam, la batterie de Phil Collins, la rythmique, l'ambiance. Et j'aime beaucoup les draps aussi. Pas que je voudrais les mêmes pour chez moi, mais ça me rappelle tellement la déco des murs des chambres dans la maison de mes grands-parents où j'allais en vacances. Une grande partie de mon enfance dans les années 80. Alors malheureusement pour le couple, l'état voluptueux ne dure pas longtemps. Roger se réveille en pleine nuit, peu de temps avant les cris de Mandy, qui dit que Jamie est parti. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez le jeu de cette petite actrice crédible ? Elle a un rôle pas simple à jouer, et Mandy, en vrai, elle est bizarre. Elle a cette sorte de connexion avec son frère, et là, dans la série, on voit qu'elle montre sa tête. Elle voit des choses, elle dit, il est avec le vilain monsieur. Dès lors que les enfants ont du dialogue, je trouve que c'est pas évident. Il y a aussi des regards. Elle est dirigée, mais ouais, je sais pas, ça frotte un peu. Voilà. Ouais. Elle me convainc pas 100%, même si elle est très très mignonne et qu'il y a des bons passages. Alors, et puis voilà, c'est à nouveau le chaos chez les Mackenzie, et je boucle la boucle de ce thème puisque les dernières images du XXe siècle nous montrent Buck et Roger en voiture, direction Craignadoon. Et cela donne l'occasion à Roger de donner plus d'explications sur le guide du voyageur dans le temps, sur les lettres, sur Gaylis, qui figure dans le guide. Mais il ne dit pas à Buck que c'est sa mère, mais il parle du sacrifice humain. Alors on sait qu'on reverra Lotte Verbeek reprendre son rôle de Gaylis dans la saison 7, mais est-ce que ce sera en flashback ou un trou comblé dans l'histoire qu'on n'a pas eu en fait ? Alors ça, on le saura certainement en deuxième partie de saison 7. Et alors même si on est lecteur, n'oubliez pas que la production aime nous surprendre, donc attention, pas de spoiler dans les commentaires, motus. Alors, quittons le XXe siècle pour rejoindre William au XVIIIe, et je vais vous parler du parcours de William dans l'épisode. Car la beauté de l'écriture de cet épisode, c'est d'avoir donné un ami à William. Sa relation avec Sandy Hammond permet d'avoir une partie de ses pensées internes, et ça c'est vraiment génial. Ça nous rend plus intimes avec lui, ça nous rapproche, on s'investit avec William et on est en empathie. Leurs interactions nous font prendre conscience que William est un jeune homme, joueur, plaisantin, habile à l'épée, avec des élans romantiques pour Rachel, même s'il sait ou pense qu'il ne la reverra jamais. On retrouve aussi William brièvement en interaction avec Richardson. Vous vous souvenez de cet officier, chef de William, avec lequel il parle épisode 5. C'est lui qui l'envoie dans le Grand Marais en mission. Et ce dernier veut envoyer William, encore une fois, porter des dépêches au général Clinton, qui est à New York, un peu plus au nord. William est visiblement mécontent, déçu. Il veut tellement participer à sa première bataille, et il considère que le rôle de messager est une basse besogne et ne veut pas être mis à l'écart. Alors que, entre parenthèses, d'autres fonceraient sans doute tête baissée. Aller porter une dépêche, ça veut dire être à l'écart des combats et ne pas risquer sa vie. Mais voilà, William a cette fougue du soldat, il veut se battre. Bon, on ne peut pas dire grand-chose à ça. Et à la première occasion, il plaide sa cause auprès du général Fraser, qui accepte de parler à Richardson. Alors comment celui-ci va-t-il réagir ? Ça, on ne l'a pas, on n'a pas d'image. Pour ce qui est de la relation entre William et Simon Fraser, on sent qu'elle est construite au fil des épisodes. Enfin, quand je dis construite, vous voyez, c'est pas le personnage supérieur et hiérarchique qui tombe comme ça. Il est là, il est en interaction avec William. La production veut qu'on se soucie de ce personnage. Vous vous souvenez, c'est le premier gradé auquel William avait rendu compte lors de son arrivée à Fort Ticonderoga. On voit que Fraser a beaucoup d'estime pour William, alors par l'entremise de Lord John certainement, et qu'il le prend plus ou moins sous son aile. Le fait qu'il accède sans discuter à la demande de William est un signe de... Je ne sais pas si le mot est juste, mais de sympathie envers lui. Dernière chose intéressante concernant Fraser, c'est sa sagesse. Les mots qu'il dit à William au lendemain de la bataille sont d'une grande profondeur. Il lui montre aussi qu'il n'est pas dupe de l'hypocrisie de leur général en chef, et les cite Eschyle. Tout homme qui fait la guerre et en revient est forcément changé. Et donc Simon Fraser fait comprendre à William qu'il comprend son chagrin et qu'il a perdu sa naïveté, et c'est sans doute réconfortant pour William. Alors, William a enfin participé à sa première bataille.
A-t-il des regrets? Il a glorifié la guerre, mais avec la mort de son ami, plus la brutalité de la guerre, hein, on le voit enterrer les morts à la fin de l'épisode, plus l'hypocrisie de Bourgogne qui revendique la victoire, quelles vont être les pensées de William pour les futures batailles? Je cite les auteurs et les producteurs qui rapportent qu'il y avait une volonté affichée dans cet épisode de mettre en saillance des parallèles entre William et Jaime. Je pense que vous les avez repérés, en tout cas pour certains d'entre eux. Au début de la bataille, il règne une certaine légèreté, de la franche camaraderie juste avant le premier coup de feu. Puis Sandy s'effondre, et après un temps de choc et de sidération, William se relève, brandissant son épée, et il se jette dans des corps à corps sanglants à gorge déployée. Starz a d'ailleurs publié une vidéo mettant en parallèle l'engagement de Jaime à Culloden et celui de William à Saratoga. William laisse ses instincts primaires ressortir, et franchement, c'est beau à regarder. On peut aussi parler de son attitude au lendemain de la bataille. Il insiste pour que les morts soient enterrés correctement, c'est-à-dire suffisamment profond hein, en fait, pour ne pas qu'ils se fassent manger par des prédateurs. Et pour joindre le geste à la parole, il retire sa tunique rouge et donc ses galons d'officier pour se mettre au même niveau que ses hommes. Et c'est un parallèle avec le tout début de l'épisode 1 de la saison 6, lorsque Jaime est à Arnsmuir dans un flashback et qu'il porte les grosses pierres, comme les autres hommes. Valeur d'exemple à la fois pour Jaime et pour William. Alors voilà, j'en ai fini avec ce thème. Passons maintenant du côté des rebelles. Nous avons une apparition furtive de Ian, qui se charge de la capture d'un déserteur avec d'autres éclaireurs indiens. C'est la seule image de ce personnage que nous aurons dans l'épisode. Pour Claire et Jaime, je l'ai déjà dit, il y a peu de temps d'écran, mais celui-ci, franchement, est très qualitatif parce que nous avons 2 superbes scènes. Alors, je n'en ai pas parlé encore, mais la scène « Tu as besoin de lunettes, Sassenach » est votre 2e scène préférée. Jaime arrive avec un cadeau pour Claire, un livre qu'il a trouvé près du ruisseau. Hein, il sait qu'elle aime lire, et puis c'est une des distractions que l'on peut avoir sur un champ de bataille, ou en tout cas sur un camp militaire. C'est une délicate attention hein, qui ne nous étonne guère de la part de Jaime. La scénographie, la chorégraphie de la scène est magnifique. Quand je dis chorégraphie, hein, je pense à ce moment où Claire se lève, va se mettre sur les genoux de Jaime et qu'ils poursuivent leur discussion. Les dialogues sont à la fois tendres et remplis d'humour, mais aussi de gravité. Et en fait, c'est du 3 en 1. Petite taquinerie sur la vue de Claire qui baisse, annonce de la bataille prochaine, et puis projection vers l'opticien d'Édimbourg, où Jaime promet à Claire de lui trouver 2 jolies paires de lunettes lorsqu'ils seront à nouveau en Écosse. Et ces paroles, hein, qui d'ailleurs figurent dans la bande-annonce, You'll come back to me, you always do, hein, tu me reviendras, tu le fais toujours, et puis si ce n'est pas le cas, je viendrai te chercher. Ah là là. En fait, moi, quand j'ai entendu là dans l'épisode, ça m'a ramené à la bande-annonce qui m'avait fait tellement frissonner que, en fait, ouais, on peut que l'aimer, hein, ça... Ouais. Alors, notons au passage le beau costume de Jaime en fusilier de Daniel Morgan. On l'avait déjà aperçu peut-être dans l'épisode d'avant, je sais plus. Et là, on le voit bien. Et j'ai une anecdote de Matt Roberts qui dit que lorsqu'ils ont vu les essayages de Sam, Johan, ils se sont dit que tout se passerait très bien. Et en même temps, qu'est-ce qui ne va pas à Sam, franchement. J'ai déjà parlé de la 2e scène, hein, c'était mon top. J'apporte juste une précision dont je n'ai pas parlé. Vous avez peut-être remarqué que Jaime porte une sorte de protection en cuir à la main droite. En main droite ou gauche? Oh, je ne sais plus maintenant. Bon bref, en tout cas, c'est assez bizarre. Mon avis, c'est que cette scène figurait dans le scénario de l'épisode suivant, l'épisode 8, et que donc elle devait figurer dans l'épisode 8, et elle a été tournée pour l'épisode 8, donc on l'a vu, hein, l'épisode, donc on sait ce qui arrive à Jaime. Mais cette scène a finalement été montée pour l'épisode 7. Alors, Matt Roberts n'en parle pas dans son podcast, j'avais un petit espoir, mais non, il n'y a pas d'explication. Pendant la bataille, donc j'ai dit, hein, c'est surtout du point de vue de William, mais on cherche Jaime hein, dans les figurants, ou en tout cas on scrute, sans le voir. Alors si ça se trouve, c'est lui qui a tiré sur Sandy Hammond, et puis on a ce dernier plan de Jaime étendu sur le champ de bataille, mort ou inconscient. Alors mort, on n'y croit pas 2 secondes, hein, franchement.
Il reste encore 19 épisodes d'Outlander à partir de celui-ci, et je crois qu'on a un peu besoin de Jamie quand même. Bon voilà, à suivre. Alors un petit point actualité Outlander Addict, je vous donne rendez-vous sur Patreon le mercredi 17 janvier pour notre book club consacré au tome 8. Et donc à partir de ce mois-ci, on entame la lecture des briefings de la partie 2 du tome 8, le deuxième volume. Et si cela vous tente de nous rejoindre, c'est une nouvelle année, on peut tenter de nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur, ça peut se faire à tout moment. Alors oui, on a commencé déjà à parler du tome 8, mais franchement, si vous reprenez votre lecture au même niveau, et même, c'est très plaisant. Les anciens addicts accueillent super bien les nouveaux. On en a accueilli plusieurs dans le book club cette année. Vous trouverez plus d'informations sur l'adresse mail que vous avez en dessous, www.deveniraddictofficiel.com. À l'heure où j'enregistre, et ça c'est les actus Outlander, on n'a toujours pas eu d'annonce de date pour la diffusion de la deuxième partie de saison 7. Nous savons que le tournage de la saison 8 commencera au printemps, tandis que le tournage du préquel est supposé avoir démarré cette semaine. En revanche, pas d'annonce de casting pour ce préquel, alors espérons que nous aurons vraiment très bientôt des informations concrètes sur l'ensemble de ces sujets. C'est vraiment long d'attendre, je suis d'accord, on se languit un peu. C'est le moment des commentaires vocaux des addicts, on se retrouve juste après pour ma conclusion. Vous le savez, cette rubrique permet d'entendre les commentaires au sujet de l'épisode de la part d'autres addicts, parce que évidemment, j'adore donner la parole aux fans qui ont peut-être un avis différent. Parfois, c'est le même, mais ce n'est pas grave. Et donc, en même temps que nous écoutons... aujourd'hui, ce sont 4 addicts officiels qui ont pris leur micro. Ce sont les vacances, donc un peu moins de commentaires cette semaine. Ce n'est pas grave, on se rattrapera sur le prochain décryptage. Et tout en les écoutant, nous allons admirer l'œuvre de Violaine se dessiner sous nos yeux. Alors, c'est un cadeau qu'elle nous fait, parce qu'une illustration accélérée... Alors, soit vous avez l'occasion de la voir en live sur Instagram lorsqu'elle le propose, ou alors sur sa communauté Patreon. Et je vous propose qu'on commence par écouter Isabelle. Bonne année à tous. On découvre enfin l'identité du Nuck la vie, William Buckley Mackenzie, cousin Buck. Belle interprétation, bien ancrée dans son temps. Et ça nous manquait un peu les Écossais bien bourrus. Il nous raconte sa traversée des pierres. J'ai entendu un bruit étrange, alors que dans la version originale, nous avons entendu. Est-ce que tout simplement un voyageur ne transmet pas son aptitude à ses enfants? Du coup, Roger sera un voyageur grâce à Gaëlis. Avec Rob qui s'incruste, on prend plaisir à voir cette communication non verbale entre Roger et Brianna. Puisque Rob a traversé les pierres, il a forcément déjà entendu le bourdonnement dans le tunnel. En lisant le guide de Roger, il découvre que Brianna a vécu la même expérience et comprend qu'il peut voyager. Il découvre dans les lettres de Claire cet or dont Jem connaît l'emplacement. C'est la clé pour récupérer son fils, puisque les avocats les plus chers gagnent en justice. William continue de m'impressionner. En creusant avec ses hommes, il me rappelle Jamie dans la saison 2, qui s'était fait infliger la même sentence qu'à ses hommes, pour avoir failli lui aussi à la sécurité du campement. William ne ressent pas de sentiment de victoire après cette première bataille, sentiment partagé par Simon Fraser. Lorsqu'il s'assoit à ses côtés, William ne se lève plus promptement pour saluer son général. Simon Fraser lui distille quelques mots de sagesse, de soldat à soldat, sans même se douter qu'ils sont parents. On a droit à de belles scènes pleines de complicité entre Jamie et Claire, et puis ce magnifique ralenti porté par cette musique, lorsque Jamie part pour la bataille. Waouh, quelle synthèse Isabelle! Oh, merci, tu dis tellement de choses en si peu de temps. J'ai envie juste de rebondir sur ce que tu dis à propos de Ron Cabron. C'est vrai j'ai pas cherché à expliquer ça et tu le fais très bien. Pourquoi est-ce qu'il veut de l'argent, cet homme-là? Alors bon, peut-être qu'il est très cupide et voilà, comme beaucoup veut plus d'argent. Mais effectivement, peut-être que son souhait, c'est de retrouver la garde, d'obtenir la garde de son fils qui vit en France avec sa mère. Alors moi, j'ai fait plutôt la supposition qu'il avait inventé toute cette histoire, mais la tienne tient quand même vraiment beaucoup et j'aime bien que tu partages ça. Et bonne note sur l'Écossais bourru que représente Buck. Oui, effectivement, on en avait bien besoin. Il fait penser un peu à Murtagh, en fait. Voilà, c'était aussi le cousin, ou l'oncle, ou le parrain, comme on veut.
Je vous propose que nous écoutions maintenant Michel. Le talent d'un acteur se résume à sa voix, sa diction, mais aussi et surtout à ses regards et ses expressions du visage. Ils peuvent être dubitatifs et à la fois irrités pour Brie et Roger face au visage repentant et penaud de Buck leur racontant son passage dans le temps. Complices, impatients et soucieux pour Brie et Roger lors de la visite surprise de Rob à Lallybroch. Tour à tour rieurs et tendres entre Claire et Jamie au sujet de la mauvaise vision de cette dernière. Aguicheuse de la part de Brie, entraînant Roger dans un corps à corps intense, servi par la batterie de Phil Collins, martelant chaque coup de rein. Oups! Déterminée, façon œil du tigre pour Jamie, se préparant à la bataille de Saratoga, puis tendre et amoureux face à une Claire anxieuse. La palme revenant à William, passant du désarroi à la tristesse, puis à la détermination, et pour finir à la férocité, entre la mort de Sandy et le début de la charge de son régiment. Et pour terminer, mon regard horrifié, que malheureusement vous ne pourrez pas voir, lorsque je découvre le corps de Jamie étendu sur l'herbe piétinée du champ de bataille. Je vous souhaite, chers addicts, une merveilleuse nouvelle année que nous allons égrener, tel le chapelet de Jamie, au gré des prochains épisodes d'Outlander. Bonne année à tous. Michel, quand tu as mis dans les messages sur Patreon que tu avais trouvé ton angle, je me demandais bien ce que ça pouvait être et je sais pas. Là, il faudrait que tu vois mon regard, ou plutôt mes oreilles, comme elles sont tiltées et comment j'ai bu tes paroles pendant la minute 30 où tu as égrené tes commentaires. Un grand merci à toi. C'est subtil, c'est intelligent, c'est beau. Merci Michel et on écoute maintenant Sylvane. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors pour moi, l'épisode 7 est un épisode tout en tension, et pour les personnages et pour nous spectateurs. Cette sensation d'être sur le fil du rasoir parcourt tout cet épisode et nous tient en haleine jusqu'au bout. Le paroxysme est d'ailleurs atteint lors du dernier plan. Donc beaucoup de tensions liées au conflit, au commandement, au désir de se battre, à la dure réalité de la guerre, toujours aussi impitoyable et imprévisible, et par conséquent à la peur de la mort, de soi, de l'autre, bouleversant à jamais dans le cas de William son regard sur le monde, mais aussi bien sûr de l'être aimé. Le 20e n'est pas en reste, l'arrivée de Buck crée également de la tension chez les Mackenzie, et si celle-ci finit par s'estomper, il en est une bien plus insidieuse, incarnée par le dangereux Rob Cameron. Une tension qui va crescendo, et tel un poison se répand au point de faire vaciller leur bonheur familial. Autre tension, mais cette fois-ci bien différente, la tension amoureuse entre Roger et Brie, qui, accompagnée de la très sensuelle musique de Phil Collins, permet enfin au spectateur de reprendre son souffle et de se détendre. Enfin, je choisis pour ma scène top la scène d'adieu entre Claire et Jamie. Quelle sobriété de la mise en scène et du jeu, mais aussi quelle force émotionnelle émanant du regard de Sam et Kate. Imperceptiblement, notre cœur se serre en même temps que celui de nos deux héros. Et pour cause. Et pour cause, oui. Et c'est marrant parce que toi aussi, tu parles du regard, le regard entre Jamie et Claire sur leur dernière scène. Merci Sylvaine pour ta fidélité dans ces commentaires. Merci pour la finesse de ton analyse, ouais, des tensions. Et je trouve, au fil de tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'ensemble des personnages, finalement, n'étaient pas vraiment préparés à ce qui allait leur arriver. Enfin, je crois que je l'ai un peu dit, Claire, elle sait qu'il va y avoir la bataille de Saratoga, elle en connaît même plus ou moins l'issue, en tout cas la deuxième bataille, mais pour autant, il y a de l'inquiétude pour tous et des désillusions, comme tu l'as si bien dit. Il nous reste à écouter Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts, c'est Antonia. J'ai choisi les deux scènes concernant Claire et Jamie. Jamie dans son superbe costume, un cadeau pour Claire, toujours très attentionnée. Cette fois, c'est un livre. Elle prend du recul pour le lire. Jamie la taquine. Elle est dans le déni et il lui donne un cours d'imprimerie. Et comme deuxième cadeau, ce sera 2 paires de lunettes. Et c'est sans complexe, comme une femme du XXe siècle, qu'elle s'assoit sur ses genoux, tout cela au milieu d'un camp de militaires. Petit moment d'intimité avec quelques baisers accompagnés de cette phrase magnifique. Tu reviendras auprès de moi, et dans le cas contraire, je viendrai te chercher. Clin d'œil à la saison 1, épisode La Garde. Puis, au moment de son départ, pour cette fameuse bataille, Jamie s'est préparée.
Moment inoubliable dans leur tente. Claire, visage très inquiet. Jamie pose cette belle question. Veux-tu m'embrasser, Claire? Toujours, avec leur musique qui entoure ce baiser et ces deux êtres unis à jamais. Voilà, je vous souhaite une très bonne année de santé, bonheur, joie et qu'on puisse continuer à se retrouver tous ensemble. Merci, bonne soirée. Antonia, la porte-parole de l'ensemble des fans d'Outlander. Et oui, tu parles de ces deux scènes entre Claire et Jamie, les deux scènes top, les deux scènes préférées. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit concernant le fait que Claire aille s'asseoir sur les genoux de Jamie en plein milieu d'un camp militaire. T'as raison, j'avais pas fait le lien, mais t'as raison, ça fait très très 20e siècle. Mais Claire ne s'arrête pas à ça, hein. On l'a déjà vu, on le sait, on la connaît, ça la dérange pas du tout. Visiblement Jamie non plus, hein, dans ce cas très précis. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans une boutique de lunettes à Édimbourg, lui offrir ses fameuses 2 paires de lunettes. Ça serait encore un autre bon moment et puis un bon rappel à ce qu'il a annoncé dans cet épisode-là. Merci Antonia, merci à toutes les 4. On se retrouve avec vos commentaires vocaux sur le dernier épisode de cette première partie de saison d'ici quelques semaines, 2-3 semaines, tout au plus. Merci à toi Violaine pour avoir fait sur le fil cette superbe illustration de la scène entre Roger et Brianna. C'est vrai que c'est plutôt leur épisode, donc on ne s'est pas concerté, mais je pense qu'ils le valent bien tous les deux, donc merci pour ça. On se retrouve tout de suite pour ma conclusion. Pour conclure, je dirais qu'on a un épisode solide qui met en avant des personnages relativement nouveaux pour nous. Les intrigues sont portées vers l'avant. Chaque scène, pour moi, a le bon rythme et l'ensemble s'enchaîne très bien jusqu'au point culminant, au pluriel, dans les 2 époques. William a croisé tous les Fraser, sauf Jamie. Brianna, c'était dans l'épisode 2. Ian, c'était dans le Grand Marais. Et Claire, c'était à Ticonderoga. Alors, finira-t-il par être face à son père biologique, face à Jamie? On sait que ces deux-là sont dans des armées qui vont s'affronter sur le champ de bataille. D'ailleurs, je disais que Jamie était peut-être l'auteur du coup de feu sur Sandy, mais qui nous dit que ce n'est pas William qui a blessé Jamie? Verra-t-on le point de vue de Jamie dans la bataille? Les épisodes 7 et 8 fonctionnent ensemble, il n'y a aucun doute là-dessus, ça se sentait déjà au premier visionnage. Et il me semble que c'est toi, Karine, lors de notre visio, qui disais que tu attendais de voir le 8 avant de vraiment te prononcer sur le 7. Bonne intuition, la suite t'a tout à fait donné raison. Alors je voulais aussi dire un petit mot à propos de Sinead O'Connor, car elle est décédée dans la semaine qui a précédé la diffusion initiale de cet épisode. Quoi qu'on pense de sa version du Skyboat Song, elle fait partie de la famille Outlander. Donc en plus, la chanson pour Outlander est l'un de ses derniers, voire le dernier enregistrement qu'elle a fait. 56 ans, ça reste trop jeune pour mourir, quel que soit le contexte et les circonstances. Et moi, je me demande s'ils vont garder cette version pour la 2e partie de la saison 7. Une forme d'hommage, ou est-ce que c'était déjà prévu que ce soit autre chose et qu'ils vont tenir là-dessus? Bon, j'espère que nous le saurons bientôt. J'espère que ce ne sera pas une diffusion à l'automne, parce que là, ça serait vraiment trop long. L'épisode 7 nous laisse 2 cliffhangers. Jamie inconscient et Jeremiah disparu. Et une interruption de 2 semaines s'était écoulée avant la diffusion de l'épisode 8. De quoi jouer avec les nerfs des spectateurs. Alors nous, on n'en est pas là. Il faudra attendre 2 semaines avant mon prochain décryptage, minimum. Mais pour finir, je voulais remercier l'ensemble de ma famille Outlander, toute la famille, tous les contributeurs de ma communauté Patreon, et plus spécialement les addicts passionnément à la phonie. Patrice, Agnès, Martine B, Marie-Laure, Nicole, Michel, Béatrice, Maïté, Stéphanie, Sylvie, José, Josiane, Martine T, Georgette, Isabelle P, Fatma, Jacinthe, Aline, Lisiane, Joanie, Muriel, Martine P, Monique, Séverine, Martine S, Fanny, Sylvaine, Jessica, Nadine, Sandrine, Brigitte, Patricia, Gérard, Claudie, Claire et Karine,
Un très grand merci à vous tous, à tous les addicts, à tous les fans d'Outlander. Une très joyeuse année 2024 à tous. Rendez-vous plus ou moins dans 2 semaines pour le dernier décryptage de cette première partie de saison 7. Prenez soin de vous.